Navire à moteur molly, ici navire de guerre 112, nous allons vous escorter jusqu'à votre destination. Ici navire de guerre 112 sur le canal 16. À vous. Eh bien, c'est en partie ce qui se passe. C'est évidemment déjà un doublage, non? Mais c'est une partie de ce qui se passe pour un marin à bord du Michael Murphy DDG 112. Où, eh bien, ils filment eux-mêmes depuis un hélicoptère, en embarquant ou en visant, disons, un navire, un pétrolier. En gros, ils leur disent qu'ils doivent faire demi-tour. Jusqu'à ce matin, il y avait déjà 14 navires qui étaient intervenus. Les États-Unis, des navires iraniens qui essaient de traverser le détroit d'Ormuz et à qui ils disent qu'ils doivent faire demi-tour. C'est ainsi que nous commençons la journée aujourd'hui. Compliqué ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, mais aussi compliqué ce qui se passe dans le monde de l'étrange, les nouvelles de l'insolite, de l'absurde. Aujourd'hui, Donald Trump a commenté ce qui suit. Je vais rediffuser une vidéo qui ne dure que quelques secondes, que nous avons déjà diffusée ce matin, mais que je trouve intéressante car elle est liée à l'affaire de l'un des scientifiques disparus. Maintenant, son fils dit « Hey, j'ai trouvé les documents de mon père et dans ces documents, il y a des sujets liés aux ovnis et je ne sais quoi d'autre. » Donald Trump a réagi aujourd'hui au sujet des disparus. Nous vous diffusons un extrait au cas où vous l'auriez manqué, puis passerons aux détails. 10 scientifiques disparus ayant accès à des informations classifiées, matériel nucléaire, aérospatial. Tous ont disparu ou ont été retrouvés morts ces derniers mois. D'après ce qu'on t'a dit, que penses-tu qu'il se passe ici? Et tu penses que tout cela est lié ou que c'est totalement aléatoire? J'espère que c'est aléatoire, mais nous le saurons d'ici 1 semaine et demie. Je viens juste de sortir d'une réunion à ce sujet, donc oui, c'est quelque chose d'assez sérieux. Mais nous allons savoir, j'espère, je ne sais pas, appelle ça une coïncidence si tu veux, comme tu veux l'appeler. Certains étaient des personnes très importantes et nous allons l'analyser dans les prochains jours, ici. Mais juste là, dit Donald Trump, c'est-à-dire, il y a déjà une réaction officielle de Donald Trump. Car hier, nous avions parlé de Karen Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche. Elle a simplement confirmé qu'ils enquêteraient sur le sujet, mais qu'elle avait peu d'informations. Maintenant, Donald Trump dit attention qu'il y a déjà une réunion au niveau de la Maison-Blanche, c'est-à-dire déjà au niveau de Washington. Donc cela veut dire qu'il voit qu'il s'est levé quelque chose. Désormais, ils peuvent aussi utiliser. Ces sujets sont malheureusement concernés. Ils se prêtent à être utilisés pour distraire et pour ce genre de choses, donc malheureusement il faut faire très attention à cela, parce qu'au final on sait aussi comment est Trump, mais bon, au final c'est aussi un président, et c'est le président des États-Unis. Donc je pense qu'au moins nous devrions analyser au moins ce qui va en découler là-bas. Maintenant, en dehors de tout ce bruit qui peut être fait autour de cette situation, il y a une série de documents qui attirent l'attention et j'aimerais que nous en parlions à propos de cette affaire. Il y a une découverte de documents déclassifiés après le décès d'un haut fonctionnaire au Nouveau-Mexique, une région qui est clé et un personnage qui est clé dans le développement nucléaire des États-Unis. Cette découverte inattendue a bouleversé la situation et attire évidemment beaucoup d'attention, car ce personnage serait un fonctionnaire de la cybersécurité et le fils de ce fonctionnaire a trouvé des dossiers. Qu'en pensez-vous ? De vieilles photos, surtout de structures et de dessins qu'ils ont faits, des objets et de choses étranges comme ça. Les documents proviennent d'ailleurs du laboratoire national de Los Alamos, qui est ce laboratoire qui fait des expériences et qui crée des armes nucléaires. C'est celui qui a créé les premières armes nucléaires et tout ça. Donc c'est une installation hautement classifiée, historiquement liée au développement des armes nucléaires. Eh bien, le plus frappant, c'est que les archives incluent des mémos internes, des rapports scientifiques, des photographies et des comptes rendus de réunions de haut niveau sur ce qu'ils appellent des anomalies atmosphériques. La journaliste d'investigation Jeremy Corbell affirme que le matériel montre de véritables études scientifiques menées par le gouvernement sur des objets volants non identifiés. Et, selon le témoignage, il ne s'agit pas de théories ou de simples suppositions. Les documents décrivent des analyses techniques, des observations répétées et de possibles systèmes de propulsion inconnus. On trouve également des références à des observations internationales, y compris un rapport provenant de Russie, ce qui suggère qu'il s'agit d'un phénomène mondial étudié par différentes puissances. Exactement. Eh bien, enfin, cela attire vraiment l'attention.
Parmi les preuves visuelles, il y a de vieilles photos de type Polaroid, des objets en forme de disques et de cylindres, des lumières étranges et de supposés cercles de culture. Nous allons montrer l'image de ces cercles de culture. Le document comporte des dizaines d'illustrations, mais nous ne les montrerons pas toutes maintenant. Le journaliste de montre-reportage, un documentaire, quelque chose comme ça, sur tout ce sujet, l'a déjà étudié en profondeur. Se está preparando eso. Le journaliste qui montre des recherches scientifiques menées par différentes puissances. Le journaliste d'investigation Jérémy Corbell en 1987 en Floride, un autre en 1991. Il affirme que le matériel montre des études et pas seulement des événements isolés. Différentes puissances. Disons que c'était, si vous voulez, une image, les cercles de culture. Non, c'est que... Es crop circles. Le journaliste qui rapporte l'impact de cette recherche dit que les documents, selon lui, montrent des études réalisées par qu'est-ce que cette personne pensait. D'ailleurs, lui, il n'a pas disparu. Puissance. La vie, dans des circonstances selon cela étranges. L'affaire devient également pertinente dans ce qu'ils appellent un documentaire qui a également déjà été diffusé, ainsi qu'un autre intitulé Sleeping Dog. Il me semble que c'est ainsi qu'il s'appelle, où ils évoquent aussi ces détails et supposés. Le journaliste Corbell affirme que c'est un endroit où il se passe des choses étranges, où non seulement on parlait, on étudiait, où on développait des choses réelles réalisées par différents. Une autre des images de type Polaroid qui sont déjà très abîmées. Le journaliste Corbell affirme qu'il montre, ceci et aussi cela, de vrais scientifiques, des curieux, qui ont attiré l'attention. Évidemment, c'est au moins curieux, au moins intéressant, parmi toutes ces découvertes. Rappelons que Tim Burchard, membre du Congrès des États-Unis, n'a cessé d'exiger que, et Anna Paulina Luna, qui est aussi membre du Congrès des États-Unis, journaliste également. D'ailleurs, il n'y a pas seulement des républicains, il y a aussi des démocrates qui font partie de ce même groupe. Elle affirme que les 46 vidéos différentes du Pentagone, qui étaient censées être obligatoires selon le Congrès. Le journaliste d'investigation Abril, nous sommes le 16 avril et il ne montre aucune étude scientifique réelle réalisée par différentes puissances. Donald Trump a besoin de choses qui détournent un peu l'attention du sujet de l'Iran, du sujet d'Einstein et de tous ces sujets-là. Le journaliste de Corbell affirme qu'il y a une force ou quelque chose de bien plus grand que Trump, n'est-ce pas? Qui lui dit « Non, cela ne sera révélé à personne, quoi qu'il en coûte, n'est-ce pas ?» Ou en gros, pourquoi? Parce que ce serait le meilleur moment pour des études scientifiques menées par différentes puissances où Je peux me tromper et ils peuvent apparaître demain, mais cela fait déjà 15 jours, donc presque le 16e. Corbell affirme qu'ils aient une justification qui soit au-dessus de la loi. C'est-à-dire, on va dire quelque chose déjà de El Muestra, élevé, qu'ils disent « non, regarde, voilà, on est déjà allé devant la justice réelle, réalisée par différentes puissances, on ne peut pas révéler, donc justification possible. » Mais ça, jusqu'à présent, on ne le sait pas. On n'a pas donné le détail de pourquoi on nous a révélé ces images. 46 vidéos qui seraient ou que le Pentagone détiendrait. Elles ne viennent pas toutes du Pentagone. Certains sont des vidéos qu'ils ont obtenues, je ne sais pas comment, mais d'autres. Corbell affirme qu'il montre quelque chose d'intéressant, non? Passons à d'autres sujets, car il y a de nombreuses nouvelles. Je voulais qu'on commence doucement à approfondir cela ces jours-ci, avec de vraies recherches scientifiques menées par diverses puissances. Journaliste 2. Il dit que certains le sont clairement, d'autres peut-être moins. Il présente déjà de véritables études scientifiques réalisées. Le journaliste de Corbell, il y a une situation très grave. On sait maintenant, en parlant des scientifiques disparus, qu'il y a une scientifique. Réelle réalisée. C'est-à-dire cela a augmenté au fur et à mesure que nous regardons autour de nous et que nous observons ce qui s'est passé. Le journaliste d'investigation Jérémy Corbell affirme, selon ce que publie en ce moment le Daily Mail.
Le matériel montre de véritables études scientifiques de différentes puissances. Une enquête, donc, qui a toujours été à la limite de la science-fiction. Il affirme que cela montre de nombreux vulgarisateurs scientifiques qui ont été mis de côté, de nombreux vulgarisateurs scientifiques. Des recherches réelles menées par différents groupes ont été ridiculisées pour qu'ils ne parlent pas du sujet, mais avec le temps, on a constaté qu'en effet, il y a des situations. La scientifique impliquée s'appelle Amy Askrich. Un journaliste affirme que elle, d'après ce que l'on sait, aurait été retrouvée sans vie. Celle-ci serait la 11e, le 11e cas parmi les vrais scientifiques. Amy Ashcret, âgée de 34 ans, aurait apparemment perdu la vie en se tirant elle-même une balle. Oui, c'est-à-dire, elle avait prévenu qu'on voulait lui ôter la vie, et comme d'habitude, on ne lui a pas ôté la vie. Le journaliste affirme que les tests ont été réalisés par différents groupes, mais ils les ressortent maintenant parce qu'ils reviennent en arrière. Je leur ai dit que les cas ont commencé en 2023. Le journaliste d'investigation Corbell affirme que le matériel montre des études scientifiques réalisées par différentes puissances. En ce moment même, quand tous les cas commencent à sortir, ils lèvent la main et disent « Hey !» Y este caso. Acá hay otro caso. La journaliste de Askrich, qui est aussi une enquêtrice ayant un certain niveau d'importance et qui, soi-disant, s'est suicidée alors qu'elle avait déjà lancé un avertissement. Il montre sa vie. Y a-t-il ou a-t-on divulgué une enquête et toute une série de choses étranges concernant son affaire qui seraient également révélées? Comme l'une des choses qui attire l'attention dans beaucoup de ces affaires, c'est que tout était résolu très rapidement. Le journaliste affirme quelque chose, une force, quelque chose de plus, n'est-ce pas? Il disait « Ne poursuis pas son affaire », non. Ce sujet a aussi suscité beaucoup de fierté et d'études de puissance. Exactamente, y un punto que llama mucho la atención es que la journaliste affirme que les études sur les puissances, elle a même dit avoir été attaquée avec des armes à énergie dirigée, quelque chose qui semble vraiment extrême. Mais quand tu entends parler de la théorie du syndrome de la Havane, tu te dis que c'est mieux, ce n'est pas si fou, n'est-ce pas? Et tout cela, qui semble très extrême, figure dans des documents présentés au Congrès. Screech, pues trabajaba, como comentó Pepe, Il affirme que de véritables études scientifiques ont été réalisées par différents groupes. La journaliste Corbell affirme que le matériel montre des études sur l'énergie globale et que c'est très similaire au cas des études scientifiques réelles réalisées. Journaliste de fission. Il me semble que c'était énergie infinie, selon ce qu'il dit. Qu'une affaire qui a à voir avec le sujet des médicaments et le développement du cancer, sur la façon de traiter le cas. Ce sont des cas très curieux, réels, réalisés par différentes personnes. Est-il confirmé que ces personnes ont perdu la vie ou sont portées disparues? Tu pourrais dire que ça ne ressemble pas à une histoire de conspiration ou autre. Mais le journaliste assure qu'il présente de véritables études scientifiques menées par différentes puissances. Projet de défense spatiale. Et eh bien voici cette scientifique spécialisée dans l'antigravité. Dans certains cas, des personnes auraient perdu la vie chez elles, certains étant considérés comme des suicides. Quelque chose réputé servir à dissimuler, n'est-ce pas, quand des gens sont éliminés? Journaliste, c'est que les cas ont continué, ce n'est pas une bonne chose, et plus encore, on regarde en arrière, la vague existait déjà avant. Et il me semble que si on continue à chercher, si on continue à creuser, on va sûrement trouver beaucoup plus de choses. Eh bien, ici au moins, nous essaierons de vous apporter les informations sur l'évolution de la situation, mais aussi sur les cas les plus récents, comme celui du général Max Dan, dont la famille insiste. Des scientifiques réels de différentes puissances. Ils insistaient. Eh bien, c'est que... Il ne s'était pas attiré d'ennui. Il n'y avait aucun signe qu'il y en ait eu. Le journaliste affirme qu'ils ne veulent pas que l'enquête soit menée du point de vue de quelque chose d'étrange, comme les ovnis. Quoi qu'il en soit, à la fin c'est leur père, leur ami, leur frère, peu importe, les proches le voient ainsi, mais il perd en cette autre perspective que nous, les gens, ne remarquons pas. Ce n'est pas le seul cas. Et ceux qui ont suivi ce sujet savent que ce genre de choses arrive souvent aux personnes qui sont très très impliquées dans ce domaine.
Le journaliste Corbell affirme qu'il présente des études aérospatiales, des sujets nucléaires non seulement aux États-Unis, mais aussi dans d'autres parties du monde, réels réalisés par différentes organisations, que ce soit le vol de talent ou la destruction de la réputation aussi, n'est-ce pas? C'est-à-dire, en plus du fait qu'il sort et que plusieurs cas se répètent, ils sortent sans aucune identification ni rien. Le journaliste de Corbell Albuquerque s'est aussi armé, et c'est-à-dire on va au moins faire l'Albuquerque. On sait que Max Land porte généralement la barbe, ce qui, d'après ce que je comprends, n'était pas habituel. Des études réelles menées par différentes puissances. O detalle cómo va el asunto. Le journaliste Corbell affirme qu'il existe diverses études scientifiques réelles. Eh bien, les États-Unis ont lancé une alerte. Imaginez ceci. La Russie serait en train de préparer une arme nucléaire capable de détruire des centaines de satellites en une seule détonation. C'est quelque chose qui a beaucoup attiré l'attention, car c'est le général Stephen Whiting, commandant du commandement spatial américain, qui a lancé cet avertissement et a qualifié ce programme russe de plus grande menace individuelle. Imaginez que je ne sais combien de centaines de satellites tombent, ce serait une perturbation vraiment importante. Le Kremlin, d'après ce que l'on sait, travaille sur ce projet depuis 2022 et le commandant affirme qu'il détruirait des centaines de satellites, aussi bien civils que militaires, et cela en une seule détonation. L'avertissement a été formulé lors du Space Symposium qui s'est tenu cette semaine à Colorado Springs où l'on parle de la militarisation de l'espace. C'est un sujet qui semble tout droit sorti de la science-fiction, mais nous sommes déjà dans Star Wars. C'est essentiellement devenu le centre de l'agenda de sécurité transatlantique à un moment où l'Europe accélère également le réarmement, alors qu'elle ne pensait auparavant qu'à la paix et à la prospérité. Eh bien, la Russie a déjà porté un coup de semonce en 2022 avec l'invasion de l'Ukraine, et donc... 2014 avec, eh bien... Comme ça depuis 2014, mais disons qu'ils se sont reposés sur leur laurier, parce qu'après 2014, la première partie de l'invasion de l'Ukraine, eh bien, les Européens ont continué à faire des affaires avec la Russie. Ils ont continué avec le Nord Stream 2. C'est-à-dire, oui, en fait, même Trump a fait une critique très forte pendant son premier mandat sur pourquoi il continuait à faire des affaires avec Poutine. Le même Poutine. Poutine se moquait de lui en face. Oui, exactement. Le même Poutine les avertissait essentiellement qu'il ne devrait pas dépendre autant de lui-même. Il leur a prédit ce qui allait arriver. Eh bien, de toute façon, je dis non. C'est-à-dire, tout n'est pas ce qu'il paraît, non, comme on l'a clairement vu. Je veux dire dans le sens où on voit aussi certaines choses. On voit certains signes d'affaiblissement au sein du régime russe, mais le problème c'est que Vladimir Poutine a été très astucieux. Pour que chaque fois qu'il y a une faiblesse, il en ressorte plus fort, donc s'il en sort, il en sort renforcé, alors aussi en interne. Qui sait vraiment comment ça se passe ? C'est un sujet que nous analysons ici parce que nous essayons de mettre un peu d'ordre dans les rapports sur ce qui se passe en interne, car il y a déjà des révélations venant de l'opposition ou de certaines personnes, qui lui sont opposées politiquement et qui voient une rupture, mais nous en discuterons plus tard car nous allons aborder d'autres sujets importants et examiner ce qui se passe sur ce thème. Eh bien, continue simplement avec celui-ci. Ce général souligne que la Russie reste une puissance spatiale assez sophistiquée, qui continue d'investir beaucoup d'argent dans les armes. Pour neutraliser toutes les capacités des pays qu'il considère comme des ennemis, qui sont en fait tous les pays, car même la Chine n'est pas leur ami en réalité, et il dit, perçoit-il la supériorité conventionnelle des États-Unis et de l'OTAN, qu'il ne peut pas inverser sur le terrain. Il fait ses calculs pour voir ce qu'ils peuvent neutraliser et ainsi enlever cet avantage que possèdent les autres pays. Eh bien, s'il est vrai, il est aussi clair qu'il n'y a pas d'amis en tant qu'alliés, parce que regarde, là, en parlant d'amis et d'ennemis. Et ce sont des alliances, dans tous les cas, parce que même ces alliances, Donald Trump est en train de les briser. Après toutes ces tensions autour du soutien ou non de l'OTAN, il a ressorti la carte du Groenland encore une fois, il a de nouveau fait des commentaires sur le Groenland. Disant que nous allons garder le Groenland, il a recommencé à remettre ce sujet sur la table. Les Danois en ont déjà ras-le-bol. Le sujet ?
Et tu vois, s'il y a bien une chose qui a été dite, à part pour les autres pays européens, s'il y a bien une chose qui a été dite à propos de... Parce que ici, il y a beaucoup de gens qui critiquent Don Pedro Sanchez et d'autres qui ne le font pas, qui trouvent qu'il fait bien les choses, en dehors des affinités et des aversions, en dehors de tout ça. Pedro Sanchez a été celui qui a le mieux compris tout ce qui se passe avec Trump, parce qu'il a été le premier, il a devancé l'Europe et il a dit « Je ne vais pas me prêter à ça, je m'y oppose ». Je m'oppose à ce qui se passe avec l'Iran et il s'y est opposé. Même von der Leyen l'a critiqué le lendemain. 2 ou 3 jours ont passé. Von der Leyen était déjà d'accord avec Pedro Sanchez. Starmer du Royaume-Uni était d'accord aussi. Comment il s'appelle, celui d'Allemagne? Merz aussi. Et même l'Italie, avec la présidente qui est en quelque sorte opposée sur le plan politique, parce qu'elle est de droite, elle aussi était d'accord. Nous savons, l'Europe. Soudainement, elle s'est rendue compte que l'Espagne avait raison et que l'interprétation ici, celle donnée par Pedro Sanchez, le président espagnol, était la bonne. Dans le sens de dire « ce n'est pas notre guerre, cela ne nous convient pas et faites comme vous voulez, moi, je ne vais pas m'y engager ». Et au début, ce qui semblait être un geste très audacieux et très étrange s'est avéré être le mouvement que tout le monde a suivi. Et maintenant, l'Espagne est dans une position très intéressante à ce sujet. Exactement, c'est pour clarifier le fonctionnement de cette arme si la Russie décidait de l'utiliser. C'est une arme qui est un dispositif nucléaire conçu pour exploser en orbite et générer une décharge électromagnétique massive, et cela se fait en 2 phases. Dans la première phase, cela affecterait tous les satellites en orbite basse, qui représentent essentiellement 90% des satellites, donc ce serait un coup extrêmement dur, et la deuxième vague dégraderait le reste. Et cela atteindrait la ceinture de Van Allen, c'est-à-dire que l'attaque et ce phénomène dureraient des mois, voire des années, selon les estimations. Autrement dit, nous serions privés de satellites pendant des années. L'effet serait extrêmement dur. Je n'imagine pas maintenant vivre sans satellite pendant des années. Et Dans une zone, mais j'imagine rien d'aussi grave. Eh bien, ils disent que c'est dans l'orbite, Ils disent à cette altitude, j'imagine. D'abord, c'est en orbite basse, là où se trouvent 90% des satellites, et la deuxième phase va jusqu'à la ceinture de Van Allen. eh bien, ce serait la guerre potentielle. Et la guerre potentielle dans l'espace se déroulerait ainsi, avec des armes nucléaires en attaquant des satellites et en nous laissant déconnecter d'Internet tel que nous le connaissons. Il faudrait trouver d'autres solutions, qui ont d'ailleurs déjà été expérimentées, comme une sorte d'intranet utilisant les câbles sous-marins. Mais les câbles sous-marins fonctionneraient toujours. Non, pas vraiment. Oui, c'est pour ça que je parle d'un intranet, mais avec des zones isolées, donc certaines ne seraient pas connectées. SpaceX vaudrait, ce serait totalement fini. eh, Satellites de la Chine, Oui, non, l'effet est pour tout le monde, n'est-ce pas? Oui, exactement, enfin. Mais dans l'un de ces scénarios, eh bien, c'est une possibilité. cela impacterait l'aviation civile, les marchés financiers, les télécommunications mondiales et les services d'urgence. Eh bien, ça, c'est déjà le Dernier recours, dernier recours, oui, je suppose. Mais aussi, eh bien, oui, les fameuses armes de dissuasion, non? Ça fait aussi partie de ce qu'on observe, non? Dans tout ce bazar, dans tout ce qui se passe, il y a beaucoup d'analyses géopolitiques, n'est-ce pas? C'est-à-dire, au-delà de mon intérêt ou de mon désintérêt, je parle des présidents, non. Entrer dans le jeu ou pas, c'est une question d'analyse, de savoir où être au bon moment. Et avec qui? Tu peux, eh bien, avoir une confrontation ou avec qui il ne vaut vraiment pas mieux se confronter à ce moment-là. Et cela a peut-être été un mauvais calcul, peut-être de Trump, sur la question de s'engager dans une guerre en Iran sans alliés. C'est-à-dire parce qu'il est très en colère, mais je pense que la colère vient aussi du désespoir de vouloir sortir du conflit et de ne pas voir comment. Pourquoi ? Et justement, cela justifie parfaitement ce que Pedro Sanchez a fait à l'époque. Mais ensuite, tous les Européens l'ont suivi. Cela justifie parfaitement de dire que ce n'est pas une guerre souhaitable, parce que cela, en fait, ils le considèrent presque comme une trahison. Comment peux-tu t'engager dans une guerre qui affecte directement toutes les économies, ce qui est déjà le cas d'ailleurs? Comment peux-tu t'engager dans une guerre sans même les consulter, sans même les prévenir? Évidemment, l'agacement est clair, il est réel et même nécessaire. C'est-à-dire parce que si on accepte cela, alors on accepte. Tu vas commencer une fois que tu contrôles.
donne-leur toutes les clés là-bas à Bruxelles et que... Nous disent sur qui tirer. Exactement, non? C'est-à-dire, c'est comme vouloir penser, ou Donald Trump s'imagine, non? Eh bien qu'ils vont tirer ou faire ce qu'il veut quand il veut, que c'est ça l'OTAN et que ce n'est pas ça l'OTAN, non. Il a été difficile de lui expliquer ça. Et Pete Hegseth, secrétaire à la guerre, secrétaire à la défense, ne maudit pas le jeu. Quoi qu'il dise, il l'appelle grandiose, il l'appelle... En fait, ce n'est pas un soldat, ce n'est pas un militaire, il est concentré uniquement à satisfaire son patron, rien d'autre. C'est sa seule fonction, comme beaucoup dans son cabinet, c'est de faire plaisir, rien d'autre. Maintenant, passons à d'autres sujets également importants. Passons à d'autres sujets. Il y a une enquête en cours en ce moment aux États-Unis contre le frère du pape Léon XIV. D'après les rapports, cette enquête se déroule à Chicago. Que veulent-ils faire? Que s'est-il passé? Eh bien, pour commencer, le domicile du frère qui s'appelle John Prebosch a dû être évacué après cette alerte qui s'est produite et les autorités ont dû intervenir. Heureusement, aucun dispositif explosif n'a été trouvé et il n'y a également aucun risque pour la zone, pour le quartier, n'est-ce pas? La police de New Lenox, dans l'Illinois, maintient toujours ouverte cette enquête concernant une menace de bombe reçue aujourd'hui dans l'après-midi. Et, eh bien, selon les informations, l'incident, bien qu'il ait été considéré comme infondé par les autorités, a tout de même provoqué une alerte ou une inquiétude au sein de la communauté où a eu lieu la dispute publique entre le pape. Il faut rappeler qu'il y a eu une dispute assez publique entre Donald Trump et le pape, n'est-ce pas? Jusqu'à aujourd'hui, Trump ne se lasse pas de le répéter au lieu de laisser tomber, n'est-ce pas? Eh bien, les forces de sécurité ont ordonné l'évacuation préventive des habitations du frère du pape, et celles qui étaient en proche ont effectué cette fouille. Et également, dans les zones environnantes, aucun matériau explosif ni substance dangereuse n'a été trouvé. Mais cet appel d'urgence qui a été passé aujourd'hui a effectivement provoqué des mouvements, de la nervosité, n'est-ce pas? En raison de la possibilité qu'il y ait une attaque contre le frère du pape. Eh bien, voilà où en est la situation, non? Cela fait partie au fait... Il est super trumpiste. Oui, il est trumpiste, le frère du pape, lui, il est MAGA. Et ça attire l'attention, évidemment, ce sujet, non? Cette affaire. Enorme saludo a... Éliseo, comment vas-tu? Marlan, salutations, c'est excellent. Non, en fait, c'est vrai que le pape a l'air bien dans le sens où il est critique envers les politiciens, non? Oui, bien sûr. Il est nécessaire que les responsables religieux soient critiques. Et aujourd'hui, il a été critique envers l'extrémisme islamique. Il a été critique envers l'extrémisme, en fait, de tout type. C'est-à-dire, il critique constamment, et il a fait plusieurs critiques, par exemple, envers l'Iran. C'est-à-dire, allons, ça a été un pape qui critique tout le monde. Ce n'est pas comme s'il s'en prenait seulement à Trump. Il a critiqué tout le monde, dans ce sens. Et c'est un sujet que, eh bien, nous en avons déjà parlé ici auparavant. Un autre sujet qui attire aussi l'attention et montre comment ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran génère également un effet énorme sur le gouvernement de ce pays. Le régime iranien a suspendu toutes ses exportations pétrochimiques. Et cela aussi, c'est une décision qui, selon les rapports, aurait été prise par un haut responsable de la compagnie d'État et adressée aux entreprises du secteur. Cela affecte directement des pays comme l'Inde, comme la Chine. Il faut rappeler que ce sont en fait essentiellement les plus grands acheteurs dans ce domaine, n'est-ce pas? Et c'est évidemment très important, n'est-ce pas? C'est nécessaire, n'est-ce pas? Le type de mouvement. La mesure a été rapportée aujourd'hui par le journal économique Daina Etzkeda, qui est en vigueur depuis le 13 avril dernier, mais dont on parle encore aujourd'hui. La compagnie nationale de pétrochimie chargée de superviser les industries de transformation dit que ça ne passe pas. Autrement dit, ils ne vont pas expédier de la marchandise parce qu'il n'y a tout simplement pas moyen. Il y a le blocus des États-Unis et ils ne peuvent pas passer, n'est-ce pas? Cela a des effets immédiats sur l'Asie, principalement la Chine, principalement l'Inde. C'est-à-dire ces pays qui ont été, eh bien, des clients de ce pays. Exactement.
Eh bien, Google serait déjà en train de négocier avec le Pentagone pour utiliser l'IA la plus avancée de Google dans des opérations militaires secrètes. Il faut rappeler que le Pentagone utilise ou utilisait, bien qu'en principe, il ne devrait pas, l'intelligence d'Anthropic Cloud pour, par exemple, localiser les points où il faudrait attaquer l'Iran. D'ailleurs, je verrai si je peux te la partager demain. On a directement demandé à Cloud ce qu'il en pensait et ça ne lui a pas du tout plu. Ça ne lui a pas plu parce que beaucoup des erreurs, par exemple l'erreur sur l'école, c'est parce qu'Anthropic, les informations qu'il avait étaient anciennes. C'est ainsi que l'erreur à l'école a eu lieu, causant la perte de nombreuses vies d'enfants et de parents. Et donc, en ce moment, Google mène ses négociations. Il avance avec le département de la Défense des États-Unis pour utiliser Gemini dans des opérations secrètes. Dans un accord qui, introduirait certaines limitations éthiques inédites dans le secteur technologique. Oui. Mais, selon ce qui a été révélé, la collaboration vise à établir des garde-fous très stricts qui limiteraient l'utilisation militaire de cette IA. En réponse donc aux pressions qui ont existé pour des niveaux éthiques plus élevés et une concurrence accrue dans toutes les entreprises d'intelligence artificielle, non. Tout le monde essaie donc d'être plus prudent sur la question militaire. En parlant de questions militaires, il y a aussi un mouvement de la Chine. C'est ce que rapporte la DIA d'ailleurs, dont on parle rarement. C'est la Defense Intelligence Agency, qui est en gros comme la CIA, mais uniquement pour le Pentagone. Le Pentagone dispose de son propre service de renseignement. Selon le rapport de la même DIA, ils auraient détecté qu'il y a des mouvements de la part de la Chine, où ils avertissent donc qu'il y aurait des livraisons. Ils reviennent sur le sujet, parce que cela avait déjà été mentionné, mais ils reviennent sur le sujet. Eux, c'est-à-dire, les services de renseignement disent que la Chine est sur le point d'envoyer des armes à l'Iran. Ils insistent sur le fait que cela est en train de se produire. Il faudrait voir, la Chine le nie. C'est-à-dire, la Chine nie cela. Évidemment, le radar de type bande X qui évalue la Chine pourrait améliorer de façon spectaculaire la capacité de l'Iran à détecter les drones et les missiles volant à basse altitude. Mais cela changerait aussi l'équilibre tactique du conflit, où ils pourraient détecter des ennemis dans la région. C'est-à-dire les Iraniens, disons, détecteraient immédiatement tout avion qu'ils considèrent comme ennemi, et cela mettrait évidemment en danger toute opération aérienne future. En fait, ce sont des choses, des armes qui sont plus que des armes, ce sont, disons, des technologies stratégiques. Mais cette fois-ci, parce que la dernière fois qu'on parlait de ça, oui, c'était une arme. Mais cette fois-ci, c'est un radar. Disons qu'ils ont dit, bon, on ne va pas leur envoyer l'arme, on va leur envoyer le radar. Mais cela attire l'attention parce que, il y a quelques jours, nous vous avons parlé ici et montré des images satellites de la façon dont ils ont nettoyé les bunkers où ils gardent les missiles iraniens, là où l'on pense qu'ils les stockent. Ils les ont nettoyés dans des montagnes éloignées là-bas, et on voit comment les routes qui avaient été détruites sont à nouveau en état. Ils sont déjà nettoyés, ils sont déjà prêts, les bunkers sont déjà ouverts, pour ainsi dire. Même si pour l'instant, on ne sait pas s'ils ont des missiles là-bas, on ne sait pas ce qu'ils ont là-bas. Donald Trump vit dans une sorte de réalité parallèle, parce qu'aujourd'hui, Trump dit que les Iraniens lui ont dit qu'ils allaient permettre d'aller chercher du matériel radioactif. Voilà. Il lui avait déjà dit cela la dernière fois, avant les négociations. Il l'a répété plusieurs fois et les Iraniens, à chaque fois, lui disent que ce n'est pas vrai, qu'ils ne vont rien lui donner comme matériel. Et sincèrement, ce n'est pas crédible tant que les Iraniens ne le disent pas eux-mêmes et qu'ils disent « Bon là, voici le matériel, venez le récupérer ». Eh bien, sincèrement, cette situation n'est pas crédible, parce que cela a coûté des vies, cela a tout coûté aux Iraniens. Ils ne vont pas céder sur ce sujet. S'ils se sont rendus compte maintenant qu'ils peuvent fermer le détroit d'Ormuz sans aucun problème, leur calcul est donc de continuer sur ce sujet. C'est-à-dire, du moins jusqu'à présent, c'est ce qu'on observe, il semble donc y avoir peu de chance. Et pendant ce temps, presque 7 semaines se sont déjà écoulées et Khamenei, le soi-disant leader suprême, n'apparaît pas. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, je le ressens aussi. Eh bien, cela donne en quelque sorte la confirmation qu'il est peut-être vraiment sans vie ou très gravement blessé, parce que même sa voix ne se fait pas entendre. Oui, même la voix, c'est vraiment extrême. C'est étrange, non? Passons à d'autres sujets importants.
Voilà la bonne nouvelle du jour, non? Apparemment, ils assurent qu'on cherche à négocier avec le régime iranien. Ils disent qu'ils sont prudemment optimistes. Donald Trump est aussi très optimiste. Donc on peut dire que la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est qu'apparemment ils cherchent à négocier pour parvenir à un accord. On ne sait pas clairement de quel accord il s'agit. Donald Trump dit que permettre l'enrichissement, ce dont il parlait aujourd'hui lors des négociations, je ne me souviens plus si c'était le Pakistan qui le disait, mais plutôt par l'intermédiaire du Pakistan, n'est-ce pas? C'est-à-dire ce contre quoi ils mettent en garde, c'est ce qu'ils appellent le cadre qui est celui des discussions. En gros, il s'agit de bien comprendre ce que veut l'autre, parce que la dernière fois, ils se sont assis et ils étaient tellement opposés. Les deux options, les 15 options d'un côté, plus les 10 options de l'autre, étaient totalement en contradiction les unes avec les autres. Il n'y avait rien à négocier, c'était aussi simple que ça. Maintenant, ils ont dit, les Iraniens du moins, n'est-ce pas? C'est-à-dire, nous n'allons pas nous rapprocher tant qu'il n'y a pas de cadre, ou tant qu'on n'aura pas vu ce que vous pourriez négocier. Nous leur disons que nous pouvons négocier et nous parlons, c'est-à-dire des sujets qu'il est possible de négocier. Et ici, il y a essentiellement 3 sujets, le stress et l'amour. Le premier sujet, évidemment. Le deuxième sujet, la radioactivité ou la question de l'uranium enrichi, que, soi-disant, Pijaceno disait à ses proches que l'Iran avait proposé 5 ans. C'est intéressant car ils ont proposé 5 ans sans enrichissement, donc ne pas fournir ni enrichir le matériau radioactif existant. C'est-à-dire qu'en plus des 440 kg de matériaux enrichis, ils ont 9 autres tonnes de matériaux radioactifs, d'uranium à différents niveaux. 10%, 5%, 3%, 20%. Donc, ils en ont vraiment de toutes sortes. Mais ce qui inquiète, ce sont les 440 kg d'uranium enrichi à 60%. Mais même cela, on n'en est même pas sûr. C'est-à-dire, ça date d'il y a 6 mois ou plus, juin de l'année dernière. Oui, et évidemment, non. C'est-à-dire, il se peut que ce matériau soit déjà enrichi davantage. Et il sait, c'est-à-dire parce que ce n'est même pas en Iran. Parce qu'il n'est même pas en Iran, c'est-à-dire, il ne le sait pas. Non, il n'y a vraiment pas de détails sur ce sujet, n'est-ce pas? Mais bon, ils sont un peu optimistes. Le Pakistan fait aussi sa part, non? Oui, bon, ce qu'a dit aujourd'hui à l'ONU l'ambassadeur d'Iran, Amir Zahir Larabani, eh bien qu'ils étaient prudemment optimistes. Prudemment parce que bon, il faut se rappeler que eh bien les États-Unis l'ont aussi mérité, non? Parce qu'ils ont déjà négocié 2 fois avec eux et qu'à chaque fois, ils lancent des attaques pendant les discussions. Alors, eh bien, ces déclarations ont évidemment lieu pendant cette session d'urgence qui a eu lieu aujourd'hui à l'Assemblée générale, convoquée après le veto de la Russie et de la Chine à une résolution de sécurité pour la navigation. Dans le détroit d'Ormuz, ce qui a été tenté à plusieurs reprises, ce vote, avec la Russie et la Chine, qui pourtant bénéficieraient d'un détroit d'Ormuz ouvert, y opposent leur veto encore, et il n'est plus possible de voter. Eh bien, c'est au moins ce qui se passe en ce moment, non? C'est-à-dire, ce qui attire aussi l'attention, c'est ce que dit le Pakistan, non? Sur ce sujet, il confirme des démarches pour un nouveau cycle. Donc, au moins, il confirme, c'est un autre point positif, disons, de la journée, non? C'est-à-dire, et le Pakistan confirme bien qu'il va y avoir un cycle de dialogue entre les États-Unis et l'Iran. Et ça, au final, il y a des gens qui veulent voir le monde brûler. Il y a des gens qui veulent absolument la guerre, quoi qu'il en coûte. Je ne pense pas. Je crois qu'il y a d'autres moyens de parvenir à des accords, et s'il y a un dialogue, eh bien c'est important, non? Le dialogue, oui, mais aussi avec des règles et aussi avec le respect des engagements, parce que s'ils continuent à jouer au même jeu, tôt ou tard, il y aura une autre guerre. Et à chaque fois, c'est pire, et à chaque fois, c'est pire. Donc, on annonce la préparation d'un nouveau cycle de négociations, le pays asiatique. Il a déclaré qu'il se positionne comme médiateur et qu'ils mèneront ce processus dans la neutralité. Selon eux, l'obstacle en ce moment est qu'il y a 2 ou 3 lignes rouges sur lesquelles ni les États-Unis ni l'Iran ne veulent céder. C'est ça le point, non? C'est-à-dire, il n'y a pas de rapprochement. Moussa est devenu la carte la plus importante en ce moment, et d'ailleurs, jusqu'à présent, à ma connaissance, ni l'Europe ni la Russie ne sont invités. Ils invitent tantôt la Chine, ils invitent encore des observateurs, ils n'invitent encore pas les pays du Moyen-Orient. La dernière fois, ils ont omis d'inviter les Émirats arabes unis, ce qui les a contrariés. C'est vrai, les Émirats arabes unis manquaient.
Je ne sais pas s'ils vont les inviter cette fois-ci. En fait, je crois qu'ils collaborent aussi à cette tentative de les réunir, c'est-à-dire, disons, ils leur ont déjà donné une place un peu plus importante parce que la dernière fois, ils ne les avaient même pas mis dans les... Comment ça s'appelle? Bien sûr, Discussions. dans les discussions, c'est-à-dire même pas comme observateur, et il y a une certaine colère entre le Pakistan et les Émirats arabes unis qui s'est fait entendre assez fortement ces dernières semaines parce que le Pakistan a accordé un prêt aux Émirats arabes unis et ils ne l'ont pas remboursé. 3,5 milliards de dollars. Quelque chose comme ça, une petite somme vraiment minime. Ils avaient dit qu'ils l'avaient payé, c'est-à-dire qu'on leur avait facturé, puis qu'ils avaient payé, et ensuite il s'est avéré que ce n'était pas vrai. En fait, ils n'ont rien payé. Alors, donc... Elle doit rester en bon terme avec eux. Eh bien, oui, je suppose que oui. Mais ce n'est pas grave, alors. Je suppose. Enfin, le point, c'est qu'il ne dit rien sur l'Europe, n'est-ce pas? Il ne dit toujours rien, non. En fait, il n'y a vraiment rien. Les Européens ne sont pas sur le radar, pour ainsi dire, sur ce sujet, même s'ils agissent directement. Eh, Comment on dit? Des mouvements. En fait, certains pays européens essaient de négocier avec l'Iran, non? Et avec d'autres pays de la région pour parvenir à des accords. Il faut rappeler que l'Europe a des intérêts importants dans les pays du Golfe. Donc eux aussi sont intéressés à ce que toute cette situation soit résolue. Mais passons à d'autres points importants. Parmi ce qui surprend dans les images frappantes, cette image date du 14, mais elle attire l'attention car à ce moment-là, il est devenu un ouragan de catégorie 5. C'est l'ouragan qui se trouve là-bas près des îles Mariannes, vous vous souvenez, ou le cyclone qui à ce moment-là a atteint 233 km/h. C'est un ouragan, un cyclone très puissant, fort, qui s'appelle Sinlaku, qui d'ailleurs est encore actif. Sinlaku est encore actif, mais il n'est plus qu'en catégorie 1. En ce moment, c'est ici qu'il se trouve. C'est ce point-là. Sinlaku a déjà des vents soutenus de plus de 120 km/h. Il est maintenant de catégorie 1, mais oui, il a généré une image satellite impressionnante. Le premier super ouragan, pour ainsi dire, de 2026. Cela attire aussi l'attention en ce moment. Un autre point qui attire l'attention après avoir vu les images, c'est qu'elles sont curieuses. N'est-ce pas une image très dure, terrible, ici au Mexique, près de 60 jours après les faits? Il est admis qu'il y a eu un déversement d'hydrocarbures dans le golfe du Mexique. Celui-ci a été provoqué, on le sait maintenant, par un oléoduc à Cantrell. Voici l'information. 3 fonctionnaires de Pemex ont déjà été suspendus. Et d'ailleurs, ces fonctionnaires Consonare feront l'objet d'une enquête. Au moins, il a vraiment été reconnu, ce qui m'a surpris. Il y a presque 2. Il faut admettre que dans de telles situations, ce sont des incidents regrettables, comme tu le dis. Il faut le reconnaître et il doit y avoir des conséquences. Aussi après, la mauvaise gestion de l'information, vouloir cacher des situations très graves que déjà les... En plus, la pression qu'ils mettaient sur les gens de la région qui parlaient et dénonçaient, non, ils leur mettaient sur la pression. Non, taisez-vous, je ne sais pas quoi. Eh bien voilà, il y a les gens qui étaient dans cette zone du sud du pays, du côté du Golfe. Eh bien, ils avaient raison sur ce sur quoi ils insistaient dans cette zone du Golfe du Mexique. Eh bien, c'était aussi une situation terrible. Passons donc à un autre sujet. Passons aux commentaires. Non, allons-y. Eh bien, allons-y. Permettez-moi. Salutations, chante de lui. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, non, vraiment. Avec ce cas de Pemex, il y avait des gens qui partageaient des photos à la plage, les boules de pétrole comme ça. C'était vraiment horrible. Oui. Comme d'habitude, ils ont fait semblant de ne rien voir, n'est-ce pas? Exactement. Quelle capacité. Salutations à Carlos Martinez. Salutations à Carlos Martinez. Cette huile était pour Cuba, les gars. Non, bon, non. Non, que nous allions l'envoyer. Salutations, comment vas-tu, Raoul? Bonjour, sans commentaire. Je sais. Salutations, Raoul. Il dit qu'il y a eu une énorme explosion dans une raffinerie, dit Tapatia, comment vas-tu? Oui, on en a parlé récemment, tu te souviens? Oui, salutations, Tapatia, comment vas-tu? Salutations. Salutations à Martin, dit Pépé. Ils annoncent des élections libres au Venezuela, à Cuba et au Nicaragua, avec libération des prisonniers politiques et supervision du vote. Ce serait une fausse nouvelle, un mensonge pieux, selon lui. Salutations, Martin, comment vas-tu? Salutations, énorme salutations, bonjour. Salutations. Salutations, Élisée aux frères, et comment vas-tu?
Salutations, comment vas-tu, Éliseo? Énorme salutations à toute la communauté qui nous laisse des commentaires. Salutations à Guillermo, Edilcia, Raoul, à MTK, qui d'autre est là? Salutations à Guillermo Escobar, il dit que c'est effrayant, catégorie 5 c'est incroyable, je pense que facilement cela pourrait être considéré comme une catégorie 6, non? Avec de telles dimensions. À un certain point, oui, mais le problème c'est que les vents soutenus atteignaient, je crois, jusqu'à 233, donc ça n'atteindrait pas une catégorie 6, mais ce serait vraiment à la limite, non? Plus ou moins, voyons si je retrouve le document, il y a des scientifiques qui défendent l'idée qu'il devrait y avoir une catégorie 6, non? Et eux, ils ont déjà défini jusqu'où va, quel serait comme la plage que ça devrait avoir. Ici, c'est 252 limites, non? Donc quand il y a quelque chose qui dépasse ce qui est déjà arrivé, au-dessus de 252 km 233, c'est-à-dire ça n'atteint pas encore le point. Mais quand ça arrive soudainement à 260 ou 170, et donc tu te dis, là ce serait déjà une catégorie supplémentaire, n'est-ce pas? La catégorie qu'ils appellent Saphir-Simpson, n'est-ce pas? C'est le nom officiel. Eh bien, oui, je veux dire intense. Ici, de notre côté, de notre part. Eh bien, ça reste un très beau printemps, n'est-ce pas? Là-dessus, je ne me plains pas parce que le printemps ici, dans le nord-est du Mexique, a été vraiment superbe. Regardez, en ce moment, il fait 23 degrés. C'est un peu étrange pour cette période, mais la journée est vraiment fraîche. Beaucoup de vent. Ce vent, cette fraîcheur, cette petite brise, c'est vraiment très, très agréable. Pourtant, tu regardes dans la rue et ça m'étonne parce que soudain les gens réagissent et je ne sais pas si parfois on ne peut pas penser à comment c'était les autres années. Ici, comme c'est à nous d'informer, j'entends dans la rue des gens dire « Ouf, quelle chaleur, c'est fou, je ne sais pas quoi ». Et je me dis, je vérifie la température, est-ce que c'est moi qui délire? Bon, c'était quoi? 23, 24 degrés? Quand, oui, d'un coup, oui, bien sûr, avec le changement de température, quand tu passes de l'ombre au soleil, tu ressens évidemment l'impact du soleil. Mais tu te dis, mec, non, attends que ça monte à 40 degrés et on va voir. Normalement, il fait 37 ou 38 degrés, c'est ainsi qu'étaient les printemps ces dernières années. Et puis on regarde vers l'avant et tu vois que pour le week-end, il va encore pleuvoir, non? Donc tu te dis, eh bien, le temps est super, non? Enfin, voilà. On a eu beaucoup de chance cette fois. On dirait que le temps veut s'inviter pour la Coupe du Monde ou je ne sais pas, non? Qu'est-ce qui se passe là? Il veut donner une bonne image ici pour les gens qui viennent d'ailleurs, non? Raoul Sachs, tu crois que Yuri n'aime pas le printemps? Ah, à Yuri, c'est vrai? À Yuri, le foutu printemps. Foutu printemps. Que dit la chanson? Je ne sais pas, Patty a dit. À La Paz, Basse-Californie du Sud, j'ai vécu 2 ouragans de catégorie 5. Impressionnant, le vent ressemble au bruit de moto. C'est fort. C'est fou, Patia, regarde, tu vois, même sans que ce soit un ouragan, les gens ici nous disaient que... Tu te souviens de quel phénomène est arrivé quand on n'était pas là? Alex. Les gens qui ont connu l'ouragan Alex disaient ici, au Nuevo León, que c'en était devenu insupportable, parce que c'était une pluie torrentielle, sans arrêt, pendant des heures et des heures. Et des heures, et ça ne s'arrêtait pas, des heures. Et c'était... Il y avait des gens, il y avait des maisons peut-être moins insonorisées, non? Je ne sais pas, mais ils disaient que c'était très stressant d'entendre ça. Et ce n'est pas une catégorie, enfin, non. Non. C'est-à-dire, imagine une catégorie. Oui, c'était fort, mais une catégorie 5, je n'imagine même pas. Surtout de ceux qui restent, les typiques. Oui, ceux qui restent stationnaires. Qu'ils restent dans une zone et causent beaucoup de problèmes là-bas. Oui, non. Oui, l'expérience est terrible. Oui, salutations à MT qui annonce du froid et de fortes pluies dimanche. Salut MT. Salutations à MT, bonjour. À Aurelio A. Garcia, il dit que ces déversements de pétrole et incendies dans les raffineries sont trop nombreux pour être une coïncidence. Selon lui, cela profite à quelqu'un et il pense à un sabotage. Regarde, je dis non, enfin, sans accuser, il faudrait juste regarder l'historique et voir si je suis d'accord avec ça, parce que l'Australie, les États-Unis. Pakistan, bon, eh bien le Mexique aussi, enfin, soit des fuites, soit des explosions, soit ici, soit là-bas, ou les deux à la fois, enfin oui, c'est comme tu dis. Tu te souviens des États-Unis? Oui. Oui, quand es-tu disponible? Oui, j'ai parlé des États-Unis, enfin, je veux dire, c'est logique qu'il y ait parfois des incidents dans les raffineries, non? C'est-à-dire parfois, mais là, plusieurs incidents arrivent en même temps, oui, c'est curieux.
Eliseo dit qu'il faut prendre l'eau des réservoirs pour l'été et rendre le Mexique vert. Eh bien, en ce moment, Eliseo, comme Monterrey est toujours très sec, tout est super méga vert. Vert, oui. Salutations à Martin. Pépé dit qu'il y a eu une attaque et un blocage d'Internet aujourd'hui en Russie. Eh bien, il n'y a pas d'Internet en Russie depuis un moment, mais oui, il y a eu des attaques de la part de l'Ukraine contre la Russie. Des raffineries, non, mais en fait, il parle d'une fausse information que les médias russes diffusent, que l'OTAN aurait envoyé des chars et je ne sais quoi. Donc, non, 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 il n'y a aucun rapport sérieux. Ce serait une énorme nouvelle. Ce serait une nouvelle dans le monde entier, il y aurait des images partout. Enfin, voilà. En plus, ceux de l'OTAN, ils ne sont pas si courageux. Franchement, c'est la vérité. Salutations à Edlo Barajas qui dit « Bon, moi je suis comme ça. Je pense que tout ce qui s'est passé avec les photos que le fils du scientifique a trouvées donne plus de crédibilité à l'affaire de Bob Lass. » L'affaire de Bob Lass, je crois que c'est celle qui est en train de renaître de ses cendres, en gros, non? C'est-à-dire, d'abord, il y a environ 3 ou 4 ans, un documentaire est sorti. Pour moi, c'est l'un des meilleurs sur lui, sur Netflix. Honnêtement, je n'espérais pas que ce soit bon. Oui, oui, tu l'as vu. Peut-être pas, peut-être que tu ne l'as pas vu. C'est-à-dire, je l'ai regardé avec beaucoup de méfiance et j'ai dit non. Au final, je me dis que Netflix, ce sont de grandes compagnies qui n'oseraient peut-être pas. Mais honnêtement, c'est pas mal. Après, j'ai appris que le documentariste qui l'a réalisé est un documentariste, enfin, d'après ce que je comprends, il est indépendant et il a fait des choses assez sérieuses. Él lo hace. J'ai l'impression que le documentariste l'a presque fait, justement pour l'exposer et dire non, tout ça c'est juste de la façade, ce n'est pas réel. N'est-ce pas? Il a fini par croire que tout cela est peut-être réel, tout ce que fait et dit Bob Lassard. Regardez-le si vous le pouvez. L'autre, celui sur la disparition de... Comment il s'appelle? Le frère d'Eritrek? Ah oui, c'est très bien aussi. Je veux dire, c'est déjà avec ça. Comment il s'appelle? Celui-ci, Jacobo Grinberg. Jacobo Grinberg, super bon. C'est très bien aussi, franchement, une surprise. Là, il y en a un autre aussi très bon sur Prime, de Jacobo Grinberg, que je pense est même meilleur. Oui, il y en a un autre sur Prime aussi. Oui, Oui. Nous ne l'avons pas vu. Oui, oui. On regardera un de ces jours, car je ne l'ai pas fini, c'était trop ennuyeux. Ou bien l'information qui s'y trouve est excellente, mais la façon dont c'est produit est très mauvaise, c'est très lent, je ne sais pas quoi. Je crois en avoir vu un bout avec toi, c'est vraiment ennuyeux. Non? Mais non, mais c'est excellent, non. L'information est excellente dans celui-là, s'il est encore là sur Prime. Mais bon, le point c'est que on a besoin de ça. On a besoin que les documentaires t'emmènent déjà à un niveau supérieur. Parce que s'ils ne font que toucher la surface, alors, à quoi ça sert? Et je pense que ce documentaire y arrive. Alors Bob Lazar, qui était le fou, n'est-ce pas? Enfin, c'était celui qu'on disait « Ah oui, c'est le petit fou, celui-là, qui croit en toi, je pense, je ne sais pas. » Eh bien, voilà. Avec le temps, ce qui s'est passé, c'est que de plus en plus, ce qu'il disait, qui semblaient être les choses les plus folles qu'on puisse imaginer, eh bien ça se confirme et s'est présenté devant le Congrès des États-Unis. C'est-à-dire, bientôt, ils devront le faire sénateur ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, n'est-ce pas, pour reconnaître son mérite, et il a subi des menaces, du harcèlement, enfin bref, il n'a pas eu la vie facile. Et ça ne s'est pas bien passé pour lui, je pense que c'était fait exprès, n'est-ce pas? On le poussait au désespoir, c'est un personnage très patient. Oui. Qui a su, qui a compris que c'est un processus, que ce n'est pas du jour au lendemain que tout le monde va soudainement le croire, mais que ça allait être un processus très 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 long, n'est-ce pas? Oui, oui, Angie, regarde. Celui de Jacobo Grinberg, celui de Netflix, s'appelle Le secret du docteur Grinberg. C'est comme ça qu'il s'appelle, celui de Prime. Laisse-moi vérifier tout de suite si je le trouve. Voilà. Oui, voyons si tout est là, parce que je ne suis pas sûre. Salutations, Moreau. Il dit que les grandes entreprises écrasent quiconque met en danger leurs dividendes, dit Moreau. Oui, ça pourrait aussi venir de là, non? Quoi? Ou les scientifiques? Les scientifiques, oui, certaines choses sont possibles. Certaines choses qui ne leur conviennent pas, qui ne leur plaisent pas. Salut Angie, comment tu vas? Super celui de Jacobo, dit MTK, dit comment tu vas? Quel plaisir de vous saluer. Il dit bonjour amis d'Argentine. Vous n'imaginez pas le désastre que causent Javier Milei, Carina et le gouvernement en Argentine. Comment ils volent leur propre entreprise avec Adornil. Comment va Oscar Palacio? Super, salutations. Il dit les armes arrivent de Chine et d'Iran, dit-il. Par la mer Caspienne, dit-il, il y a déjà des détails. Il y a des rapports selon lesquels c'est par la mer Caspienne qu'elles arrivent. En fait, nous allions en parler, c'est bien à travers la Russie, n'est-ce pas? Possiblement, si la Chine doit envoyer quelque chose, elle ne l'enverra pas directement, elle l'enverra par la mer Caspienne ou quelque chose comme ça. C'est la voie directe... Enfin, regardons la carte.
Parce que c'est une très bonne analyse, un bon commentaire qui était fait ici, que, eh bien, à l'époque. Nous l'avons aussi commenté, ce que dit Carlos, que c'est cette zone, n'est-ce pas? C'est la zone, la mer Caspienne. En fait, ce n'est pas vraiment une mer, c'est plutôt un lac, non? Mais il me semble que c'est aussi à côté, enfin bon, considère que c'est une mer, non? Parce qu'elle est tellement grande, non? Ici, l'Iran est de ce côté, au nord la Russie, puis le Turkménistan et d'autres pays, non? Et Donc cette zone est contrôlée par la Russie. Évidemment, ici, le pays fort, c'est la Russie. En plus, c'est un partenaire de l'Iran, donc il contrôle intensément cette zone. D'ailleurs, elle est même devenue une sorte de base pour pouvoir tirer sur qui? Depuis la mer Caspienne, ils tirent en sang constamment sur l'Ukraine, parce qu'ils savent que l'Ukraine aura du mal à leur répondre jusqu'à la mer Caspienne, ce qui, avec le temps, finit par arriver. Il y a déjà eu des attaques contre la flotte navale de la mer Caspienne de la part de l'Ukraine. Mais cela a pris des années avant qu'ils ne puissent le faire. et- Imaginez, un navire part en ce moment. Rappelez-vous que la Russie ne dispose pas actuellement d'armes en surplus. Ce qui peut lui rester, c'est un peu de munitions sur certains points, ou il peut lui rester un peu de technologie, des choses comme ça. Le point, c'est qu'une partie de ce qui lui reste, ou en trop, leur parvient par la mer Caspienne, soi-disant. Et c'est là que ça pourrait être que par cette zone, pardon, pas celle-ci, mais cette zone, ici c'est la Russie, ici c'est le Kazakhstan, n'est-ce pas? Oui, le Kazakhstan et la Russie de ce côté, n'est-ce pas? On va le mettre comme ça pour ne pas se tromper avec les cartes, non? Voilà, regarde, le Kazakhstan, c'est cette partie, puis de ce côté, il y a le Turkménistan, l'Iran, et ensuite de ce côté, l'Azerbaïdjan, et puis tout ça, c'est la Russie, d'ici jusqu'ici, non? C'est-à-dire si on veut être très précis, si on veut mesurer le tout petit bout de la frontière, avec le tout petit bout de la frontière comment ça s'appelle? De l'Iran, ce serait 500 km, pardon, voilà, voyons, 500 quoi. 30 et 500, pardon. 532 km, n'est-ce pas? Oui. 532 km, ce serait pour le Costa Rica. La côte, plus ou moins, n'est-ce pas? Et nous sommes en train de calculer en ce moment, pendant qu'on discute, non? 532 km, mais sûrement qu'ici, il n'y aura même pas de port. Les ports seront par ici, donc facilement, ils vont sûrement faire 800, 900 km de voyage à travers la mer Caspienne. Mais bon, au moins, ils arriveront à coup sûr. Si la Chine voulait envoyer des armes par voie aérienne, ce serait très dangereux. Si elle voulait les envoyer par la mer ici, ce serait très dangereux. La seule façon d'envoyer des armes, comme le dit bien Carlos ici, ce serait par ici, par cette zone. Salutations. Salutations à toute la communauté, et soyez sympa avec les likes, non? Partager et tout ça, c'est très important que vous partagiez. Bien sûr, les 400-200 ont déjà laissé un like, c'est vraiment apprécié. J'ai bien compris que la majorité ne commente pas et je ne vais pas lutter contre cela. Si elle ne veut pas commenter, qu'elle ne commente pas. C'est très bien, pas de problème, mais si un jour vous voulez juste m'envoyer un petit bonjour, je vous en serai reconnaissant. Salutations, Gabriel. Notre grand-mère dit bonjour, salutations. Manuel Munoz demande ce que nous pensons du prix délirant des billets de la Coupe du Monde. Tu sais, cette semaine, il y a eu une dispute. Eh bien, une controverse très intéressante parce que le New Jersey dit « Nous n'allons pas offrir de transport gratuit parce que la FIFA voulait que ce soit le gouvernement qui le fournisse. » Ici, à Monterrey, c'est effectivement offert. Oui, et je n'avais pas pensé à ça, et elle dit en fait, la gouverneure du New Jersey est sortie pour expliquer pourquoi. Elle dit que cela va coûter 48 millions aux habitants du New Jersey parce que c'est le gouvernement qui devra le payer avec l'argent des impôts, tu vois? La FIFA gagne 11 milliards lors de la Coupe du Monde, 11 milliards, et la FIFA fait payer 200 $ pour le stationnement. Donc pourquoi devrions-nous laisser la population endettée? Ils refusent de payer 48 millions pour le transport et comptent sur les habitants du New Jersey pour le faire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ils font payer une fortune, il y a des billets qui dépassent les 10 000 $ dans le New Jersey. Tu te demandes comment tu peux souhaiter que les gens s'endettent juste pour gagner plus d'argent? Je comprends vraiment maintenant pourquoi ils ont réactivé certaines taxes ici à Monterrey sur les voitures électriques et hybrides, parce que bon, maintenant nous devons payer pour le transport gratuit qui est offert. Incroyable, salut d'ailleurs à Pedro, comment ça va? Gisela Jean, salutations, très bien, idéas génial, j'écris souvent et on ne me lit jamais. Oui, non, évidemment, ça va continuer, je te le dis. Pourquoi te dire que je vais lire? C'est impossible de tous vous lire, mais ce que je veux, c'est remercier la communauté de commenter et je vous promets que je vais essayer de tous vous lire publiquement. D'accord?
C'est ça, croyez-moi, je vais vraiment essayer, évidemment pas tous, je ne peux pas tous les jours, et je m'excuse d'avance, d'accord? Ce n'est pas possible, mais je te salue chaleureusement. Oui, je me souviens de toi grâce à ton super nom, Idéas Génial. Oui, je me souviens de toi, mais parfois ça m'échappe. Si je vois quelqu'un de grossier, je ne vais pas le commenter, d'accord? Vous le savez déjà, mais parfois, pourquoi sautes-tu mon commentaire avant d'y revenir? Je reçois un commentaire grossier puis me dit que non, je ne vais pas le dire, ce sont juste des salutations. Salutations à Maria Guadalupe aussi, à Guillermo Escobar, à Marisela Delgado et aussi à Gabriel Duran. Comment vas-tu? Pedro Manuel nous regarde depuis Midlands au Texas et salutations à Gisela Heinz. Comment vas-tu? Gisela, comment as-tu été? Très bien, dit Guillermo. Et que se passerait-il si nous nous mettions d'accord et que personne ne payait un seul impôt comme protestation? Tu vois, c'est un sujet que propose ce personnage, comment il s'appelle? Non, 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 non. Et aujourd'hui aussi, non. Qui est en train de profiter du journal. Non, non, non. Mais celui-là, celui qui a écrit un livre très célèbre là-bas aux États-Unis, qui est C'est parti vivre dans la montagne, celui-là mince, c'est un personnage. L'auteur... Ah oui, oui, mais je ne me souviens pas, j'ai oublié son nom. Into the Wild est basé? Sur son livre, C'est là qu'on va en venir. ce n'est pas basé sur son livre. Mais c'est, disons, inspiré de son idée que, soudainement, ce qu'il proposait, c'est que les protestations doivent être pacifiques, mais toujours actives. C'est-à-dire dans le sens où, tout à coup, eh bien oui, tu sais, je ne vais pas faire ça juste pour le dire, tu vois. Il y a eu des protestations que les Japonais ont faites, par exemple, en travaillant plus. Oui, oui, oui. Et je me dis, bah tu vas travailler plus. C'est quoi cette folie comment tu vas protester comme ça? Ou alors, si tu produis plus, tu dépenses plus, tu perds de l'envie. Enfin, il y avait toute une série d'idées, non? Dans laquelle, s'ils travaillaient plus, ils mettaient l'entreprise en difficulté. Et alors, l'entreprise a commencé à dire, bon d'accord, d'accord, je vais satisfaire les exigences que vous me demandez. Mais oui, et ça c'est une de celles qu'il proposait, non? Qui disait, bon, si tout à coup il y a quelque chose avec laquelle les gens ne sont pas d'accord, eh bien on agit, l'action est pacifique. Les filles, eh bien pour Walden on demande quelque chose comme ça, non? Walden c'est le livre, n'est-ce pas? Ah, Walden, c'est le livre. Ah, d'accord, d'accord. Alors, oui. Alors c'est un livre qui... ça m'a échappé. Voyons si quelqu'un se souvient de ce personnage. Mais cet individu... Henry David Thoreau. Et Henry David Thoreau... Je m'en suis souvenu. D'abord le livre avant lui. Walden est le livre, oui, l'un des livres. Mais disons que ce monsieur, eh bien un jour il part, il annonce à sa famille. Écoutez, j'ai besoin de m'éloigner un peu de la vie normale pour écrire et trouver l'inspiration pour ce que je veux proposer. Ce personnage, américain et méconnu, a inspiré Mahatma Gandhi par exemple. Eh bien, les étudiants le connaissent parce que je ne sais pas si c'est au lycée ou en prépa, mais ils l'étudient. Beaucoup passent à côté sans le remarquer. Mais c'est un personnage important dans la littérature américaine, et il a beaucoup influencé des personnalités comme Gandhi et d'autres encore. À protester de manière pacifique, n'est-ce pas? À faire la différence dans ce sens, non? Je trouve cela très intéressant. Salut, comment vas-tu? Merci beaucoup Aurora Ortiz. Un grand salut, merci pour ce... comment ça s'appelle? Super chat. Eh bien, on va devoir partir parce qu'un reportage arrive, il va bientôt commencer. Il y a un reportage sur ce que, comme vous l'avez remarqué, nous n'avons pas beaucoup commenté Israël, ayant déjà fait une émission spéciale sur la situation entre le Liban et Israël. Nous avons réalisé une émission spéciale sur ce sujet en raison des nombreux rebondissements. Comme cela aurait été étrange de le mêler à l'affaire des disparus, nous avons préféré ne pas les associer. Ça va apparaître maintenant si vous restez ici, vous savez. Ça va apparaître directement, n'est-ce pas? Eh bien, je ne sais pas si tu l'as bien connecté. Salutations DKML Master, salutations. Comment on dit? Il parle de la complexité qu'il y a à retirer le pouvoir à Trump. Il dit qu'il faut en parler, c'est complexe en ce moment, mais non, pas après les élections. D'où. Si les démocrates gagnent, on verra. Salutations à Angie, Béatrice Alvarez, Carlos Martinez. Merci à Aurora Ortiz et à toute la communauté présente en direct. Je vous embrasse. On se voit demain, mais voici un reportage en direct, en avant-première, alors allons-y.